Rebonjour à tous et bonjour à tous ceux... Oula, on pourrait presque se passer de micro, mais je crois qu'on m'a dit de garder le micro. Bonjour à tous ceux à qui je n'ai pas encore dit bonjour de vive voix, bienvenue. On est ravis là d'être dans des petites tables où on pourra discuter dans différents temps et puis également par la suite. Le CIR a 15 ans, un peu plus, puisqu'on pourrait aussi dire qu'il a 40 ans si on prend les années 80. Donc comment peut-on voir aujourd'hui un dispositif qui est à la fois jeune et vieux, 15 ans, mes ados, pour ceux qui en ont, voilà, ça pose un certain nombre de questions. Et donc comment se passe l'adolescence du CIR? Bon, je quitterai cette boutade-là pour revenir sur ce rendez-vous annuel que l'on faisait chaque année avant le Covid en présentiel. Là, donc on est sur un nouveau format. On va prendre un petit temps avec toi, Lionel, pour vous débriefer d'une étude alors, dont le timing n'était pas tout à fait aligné sur ce rendez-vous, donc qui est semi-final, mais les résultats sont très stabilisés quand on dépasse un certain nombre de répondants. Donc, on vous enverra par email à tous les présents les résultats finaux selon le timing qui était prévu. Et puis on aura un temps sur les contrôles fiscaux. Merci beaucoup à Maïté Mélé-Olivier et Laure Durupti de se joindre à nous pour partager leur expérience, on va dire, depuis l'entreprise. On viendra sur tout ce qui est actualité jurisprudentielle et contrôles fiscaux, avec ensuite un thème en ouverture avec toi, Rémi, sur le verdissement du CIR, qui est un sujet d'actualité, aussi un sujet de débat. Je pense que beaucoup d'entre vous avaient répondu ou êtes en train de répondre ou avaient choisi de ne pas répondre selon le cas de figure à des consultations sur le sujet. Voilà, c'est toujours intéressant de faire un arrêt sur image là-dessus. Alors, je vous propose de commencer avec les résultats de cette enquête et je te passe la main. Je te remercie. Hop. Alors, quatrième étude. Donc, les précédentes ont eu lieu en 2014, 2016 et 2019. Donc, le rythme se ralentit un peu. Mais comme on va le voir dans cette étude, le rythme des changements dans le dispositif se ralentit également. Donc, il n'y a pas de raison de faire l'enquête plus souvent. Le rythme est pas mal adapté. Bien évidemment, si vous n'avez pas encore contribué, vous êtes invité à le faire. Je ne reviens pas là-dessus. Le panel des répondants est fortement influencé évidemment par le réseau que nous avons, et donc il y a une prépondérance de grandes entreprises à l'intérieur. C'est une précaution préliminaire que je dois donner avant de communiquer les résultats, parce que certaines des réponses aux questions évidemment sont influencées par le type d'entreprise qui répond. Alors je pense que les proportions entre ETI et grandes entreprises doivent correspondre à peu près au tissu industriel français, mais on devrait avoir une barre PME, TPE bien plus grande. Voilà. Ce sondage-là, on l'a diffusé seul. Le sondage précédent, on l'avait diffusé avec l'aide de Tech in France, si je me rappelle bien. Et donc, du coup, la barre PME, TPE était un peu plus conséquente à cette époque-là. Donc, ce qui ressort de ce sondage, c'est que de cette enquête, de façon un peu générale, on est dans une phase de plateau. C'est-à-dire, il y a des sujets qui ont été des sujets sur lesquels il y a eu beaucoup de mouvements entre 2014, 2016 et 2019, donc les trois précédents, qui se stabilisent. Ce qui ne change pas, c'est la fréquence des contrôles et leur prégnance. Donc sur 5 ans, vous avez des chances très très importantes d'être contrôlés. Bien évidemment, on n'exclut pas le biais qui est que ceux qui répondent au contrôle sont ceux qui ont souffert lors du contrôle. Donc peut-être qu'il y a un biais de ce côté-là, mais je pense que ça correspond quand même à une certaine réalité. Les contrôles sont faits par les mêmes administrations qui ont changé d'acronyme à quelques lettres près ou à beaucoup de lettres en ce qui concerne les DRARI, des RRT anciennement. Toutes les combinaisons existent, donc là vous avez, ça a été ramené sur 100%, mais en fait vous avez énormément de contrôles dans lesquels évidemment vous avez MESR plus des VNI, etc. Toutes les combinaisons existent, la combinaison la plus rare c'est BVCI plus MESR. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que l'administration fiscale a du mal à faire intervenir considère que ces deux compagnons sont des compagnons difficiles à gérer, donc autant en avoir qu'un seul à gérer en même temps. Peut-être, je ne sais pas, c'est mon tentative d'explication personnelle. J'ai choisi quelques points très particuliers. En fait, dans les résultats complets, il y a beaucoup de choses qui sont analysées. Ceux qui ont répondu aux éditions précédentes vont retrouver la quasi-totalité des questions qui existaient, évidemment, pour pouvoir faire des comparaisons d'une version à l'autre. On essaye de pas trop faire varier les questions. On a quand même introduit des nouvelles questions qui sont en rapport avec des sujets d'actualité, et on ne s'appesantit pas sur d'autres questions qui étaient liées à des sujets d'il y a 3 ans ou d'il y a 6 ans.
dans l'enquête en général, et en particulier dans les slides qui sont extrêmement synthétiques. Donc le sujet de l'éligibilité reste un sujet qui est prégnant. C'est celui sur lequel il y a le plus de subjectivité, disons, dans l'appréciation, et donc dans lequel il y a le plus de discussions lors des contrôles. Là-dessus, les chiffres n'ont pas tellement varié. Les variations sont de quelques pourcents, donc c'est la marge d'erreur de l'enquête. La répartition, vous avez, ceux qui ont répondu ont vu que dans les réponses possibles, il y a des réponses qui sont très englobantes, un sujet d'éligibilité, et des réponses qui sont plus précises. Là, si vous regardez en fait les couleurs, ce que vous voyez en bleu, c'est la plus ancienne édition. Et donc on voit que entre la plus ancienne édition et les deux plus récentes, il y a un gap, mais les deux plus récentes sont à peu près dans les mêmes eaux. On pourrait faire des interprétations sur certaines variations, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis en plus, c'est très incertain parce que c'est lié aussi aux variations sur l'échantillon, donc je ne suis pas sûr que ce soit vraiment significatif. Un des sujets qui était un sujet à régler au moment des anciennes éditions, c'était celui du contradictoire de façon globale. Et donc on posait la question, est-ce que vous avez sollicité et obtenu une rencontre avec l'expert ? Apparemment, sur l'échantillon de la dernière enquête, c'est un sujet qui est réglé. Parce que là, on a eu 100% de réponses, oui, j'ai demandé, et quand j'ai demandé, j'ai eu. Et si vous regardez par rapport aux éditions précédentes, donc il n'y a pas de barre orange en fait en haut, c'est ça que ça veut dire. Si vous regardez dans les éditions précédentes, enfin en 2016, on avait presque 20% des demandes de rencontres avec l'expert qui se soldaient par aucune rencontre. Donc là, il y a eu un progrès qui semble assez net et ça correspond à peu près à ce qu'on constate dans la pratique. Là où il y a un plateau, c'est que les rencontres avec l'expert sont jugées à peu près de la même façon que lors de la dernière édition. Alors que entre 2016 et 2019, il y avait une nette amélioration dans la perception. Alors je vais prendre le point qui est positif, c'est si vous regardez tout en haut les pas satisfaisants sont encore en réduction. Par contre, il y a aussi une réduction sur les très satisfaisants, sans revenir au niveau précédent, et sur les satisfaisants. Bon, globalement, on peut dire qu'on est dans les mêmes eaux. Là aussi, ça correspond à une perception qu'on a. Il y a une population, enfin, je ne sais pas si c'est dû au fait que la population des experts a considérablement grossi. Je pense qu'entre 2016 et maintenant, enfin, on est passé de 600 à 1200 quasiment. Donc, voilà, est-ce que ça pose des problèmes d'homogénéité dans les positions? Est-ce que ça pose des problèmes de formation et d'encadrement du côté du MSR? Nous, on a le sentiment que la situation ne s'est pas améliorée. Pour le coup, là, l'enquête correspond à peu près à ce que l'on constate. Merci. Alors, on a posé des questions qui étaient un peu plus d'actualité. Donc, sur l'usage du SICO. Sans grande surprise, pour nous, en tout cas, praticiens, probablement pour le décideur politique, ça doit être un peu une déception, mais le SICO n'a pas décollé cette année, et on a 92% des répondants qui ne déclarent pas cette année. Évidemment, dans ces 92%, il y a beaucoup d'industriels qui avaient de la sous-traitance publique qui était doublée dans les années précédentes. On n'a pas les éléments pour dire combien, mais il y en a quand même une part qui est considérable. Dans les répondants qui ont dit qu'ils n'en feraient pas cette année, certains ont répondu on n'était pas au courant du dispositif, c'est trop compliqué à mettre en œuvre, on verra en 2023. Dans la part de ceux qui ont eu le temps de regarder un peu le dispositif, certains ont constaté que ça posait quand même un certain nombre de problèmes de mise en œuvre, en particulier des mises en œuvre des contraintes qui sont incontournables comme le partage de l'API, de la propriété intellectuelle, etc. Et donc eux, ils sont arrivés à la conclusion qu'ils n'utiliseraient pas le dispositif. Donc c'est pas une question de timing, c'est pas une question de les contrats, on commence à les signer maintenant, c'est vraiment une galère, et il y a des contraintes qui sont juste des no-go, enfin des full stop sur l'usage du dispositif. Donc le dispositif, il a été intelligemment fait avec les contraintes qui étaient celles du législateur, ça on ne peut pas dire, enfin le texte est vraiment intelligemment fait, mais on ne remplacera pas ce qu'on a perdu avec l'annulation du doublement. Ce que je viens de dire, je lis un peu dans la boule de cristal. On verra au moment du prochain sondage si c'est une prévision exacte ou si le taux d'utilisation reste très faible. Et c'est pas une incitation à décourager de faire appel au SICO. L'idée, c'était plutôt de partager un arrêt sur image et de prendre le pouls
de ce que les entreprises, ici ou d'autres, nous disaient, en fait. Oui, c'est pas forcément anormal qu'il y ait un trou noir, là, que le dispositif tarde à décoller. La question, c'est jusqu'où va-t-il décoller? Alors, comme dans le sujet politique sur lequel on va revenir tout à l'heure, du CIR vert, il y a quand même une certaine pression sur la maîtrise budgétaire. Il a été abondamment évoqué par les politiques, le fait que tout cela se ferait autant que possible à enveloppe constante. Comme justement, c'est un discours qu'on a entendu à plusieurs reprises dans l'histoire du CIR, on s'est dit peut-être que ça fait naître une inquiétude chez les industriels, que ça soit à nouveau un phénomène comme le SICO. C'est-à-dire on nous promet quelque chose qui est à enveloppe constante, mais en fait, moi, en tant qu'industriel, je n'arrive pas à utiliser ce qu'on m'a retiré de l'assiette du CIR d'une façon ou d'une autre. On me le met dans un nouveau dispositif et je n'arrive pas à l'utiliser. Donc je perds du CIR en clair, en fait. Le résultat de l'enquête, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'inquiétude. Alors, il y a 60% quand même des répondants qui ne se prononcent pas, qui restent très prudents, mais dans ceux qui se prononcent, il y en a autant qui disent « moi, je pense que je peux faire mieux que le CIR actuel, que je risque de voir mon CIR diminuer ». Donc là, moi j'ai un chapeau noir, on n'a pas tous le chapeau noir dans l'équipe, mais moi je pensais que les résultats allaient être beaucoup plus négatifs de ce côté-là. C'est intéressant. On a parfois les journalistes disent parfois que les Français sont pas assez optimistes. Là, j'avoue qu'on s'attendait pas à ce que ce soit pris positivement. Donc, ce sera quand même un sujet d'attention et il faut tout autant veiller à ce que tu dis, Lionel, la part de personnes qui sont timorées et le fait qu'il y ait 60% qui, entre guillemets, ne se prononcent pas sur cette question, c'est aussi important, à mon avis, que la part d'optimistes en réalité. À voir. Alors, un autre problème qui est émergent dans ce que nous constatons des pratiques de contrôle, c'est la focalisation sur la traçabilité des temps. C'est un très vieux sujet dans le monde du CIR, mais en ce moment, on a vraiment l'impression qu'il y a un durcissement dans les positions des vérificateurs sur ce sujet-là. Donc on a posé une question également sur comment êtes-vous équipé en matière de time tracking. Le résultat est quand même assez surprenant, c'est-à-dire qu'on s'attendait à ce que du oui partiellement, il y en ait, c'est évident, vous avez tous dans vos sociétés des gens qui sont désignés comme étant non pointants, donc on n'a pas leur temps dans un système de time tracking, ou du fait du M&A, etc., des systèmes de time tracking qui sont hétérogènes. Là, il y a quand même un pourcentage de non-équipement en système de time tracking, de gens qui nous ont répondu à un non net, y compris dans les grandes entreprises, qui est relativement important. Sans surprise, il est plus important dans les PME, ça c'est vraiment pas du tout surprenant. Mais donc voilà, c'est quelque chose qui est à prendre en compte, comme ça va devenir un des sujets, c'est déjà un des sujets de discussion récurrents lors des vérifications. Là, on part vraiment avec un gros handicap. Ceux qui ont le rouge, là, la couleur a été choisie. Voilà. Alors, on a posé également une question sur les agréments. C'est une question qui est plutôt d'actualité. Certains d'entre vous ont constaté qu'il y avait de grosses difficultés, qui étaient des difficultés plutôt récentes. Alors, dans l'échantillon de répondants, probablement, certains des répondants n'ont pas fait l'expérience de l'agrément cette année ou l'année précédente, mais auparavant. C'est comme ça que je m'explique les résultats qui ne sont pas si négatifs que ça. Mais bon, il y a quand même un certain nombre de difficultés qui ont été rencontrées. Les difficultés sont de deux ordres, principalement ce qui remonte. C'est la plateforme qui ne marche pas, pour le dire clairement, et puis les délais de traitement qui sont, qui disent juste que le système a cessé de fonctionner, au point qu'on a vu des agréments accordés sans examen du dossier à titre limité, c'est-à-dire pour 1 an, où on dit à la société, écoutez, on reverra votre dossier l'année prochaine et puis on se prononcera à ce moment-là, mais en attendant, vous l'avez pendant 1 an. Et pour ceux qui n'ont pas rencontré ça, on a vu 2 cas de figure au moins où le MESRI mettait par écrit « Nos systèmes ne nous ont pas permis de mandater un expert, donc on vous le donne, entre guillemets, sur la base de la bonne foi, sans expertise, d'où le 1 an ». Et je pense que c'est bon pour ça. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on continue, on revienne sur des sujets plus actualité réglementaire plus rapidement, et surtout sur certaines jurisprudences dont certaines font l'écho du sujet feuille de temps dont on vient de parler, donc on pourra y revenir. Alors un petit flashback sur la loi de finances 2023, mais là je ne vais pas m'y attarder parce que comme vous l'aviez vu, il n'y avait pas des dispositions majeures, en tout cas en matière de fiscalité de la R&D. Juste pour ceux que ça intéresse, le régime JEI a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2025. Et en revanche, la durée pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés pour ces JEI
a été réduite à 8 ans, alors que c'était 11 ans. Et ça joue pour les GEI créés à compter du 1er janvier 2023. Je pense que peu d'entre vous sont concernés, mais je le mentionne un peu. Par des sociétés rachetées peut-être. Voilà, pour des acquisitions, exactement. Quid en subvention, il y a un certain nombre de subventions qui bénéficient d'un traitement fiscal d'échelonnement en fait, d'imposition, c'est-à-dire qu'elles sont étalées. Ça vise notamment les subventions d'équipement ou les subventions qui financent des aides, des subventions qui aident la R&D, les dépenses de R&D, et lorsque cette R&D est capitalisée, immobilisée, on peut étaler la subvention au rythme des amortissements de la R&D. Eh bien, ces régimes-là, ils n'ont pas été retouchés, mais le législateur a étendu le bénéfice de ces étalements aux subventions versées notamment par les organismes créés par les institutions de l'Union européenne, que ces organismes soient financés par des fonds publics ou des fonds privés. Voilà, donc ça a étendu un petit peu le champ d'application des subventions. Mais bon, voilà, encore une fois, rien de majeur. Je vais faire un petit panel de jurisprudence. Alors, je vous rassure, je ne vais pas vous assommer avec 40 arrêts. Il y en a certains qu'on a déjà mentionnés dans nos clubs qu'on fait régulièrement. Donc, certains d'entre vous nous ont déjà entendu les commenter, mais ça nous semblait important de faire un petit retour. Alors, sur les temps, Lucille en a déjà bien parlé. Ce qui nous semblait intéressant, c'est de montrer que au-delà des contrôles qui se durcissent un petit peu sur ces feuilles de temps, il semble y avoir quand même un mouvement jurisprudentiel qui accompagne un petit peu ça, avec un considérant de principe qu'on retrouve de plus en plus dans des arrêts qu'on a mis là. Au moins 5 ou 6, donc ouais, voilà, c'est significatif. Exactement, qui est faire ressortir avec une précision et rigueur suffisante la part et le temps consacrés aux travaux de recherche par projet. Et en fait, cette tendance... on voit quand même des arrêts qui s'alignent un petit peu avec les exigences de l'administration et qui vont plutôt donner raison à l'administration sur les feuilles de temps quand c'est considéré comme non probant. Et c'est le cas, là, on a mis un arrêt qui est assez récent, là, de décembre 2022, l'arrêt May 10. Donc on avait une société qui avait ramené des tableaux dans lesquels il y avait bien des temps par personne, sauf que le vérificateur avait considéré que ce n'était pas suffisamment probant, parce que c'était apparemment issu d'une extraction d'un logiciel, mais le contribuable n'avait pas été en mesure de montrer l'exhaustivité des extractions. Et donc, voilà, le vérificateur avait considéré que c'était en fait des estimations et que ce n'était pas suffisamment exhaustif pour être considéré comme probant. Et vous voyez que là, ils ont été suivis par le juge, au final, qui a repris dans cet arrêt-là le considérant de principe que vous voyez de l'autre côté de la slide. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que il y a ces questionnaires, il y a ces contrôles, et il y a la jurisprudence qui est de plus en plus, qui semble de plus en plus exigeante également. Alors, on change un peu de... Là, on va laisser les feuilles de temps parce qu'on en a bien parlé. On change un petit peu de matière. Là, on va être sur l'éligibilité et on est revenu sur un arrêt intéressant du Conseil d'État d'octobre 2022 qui a fait couler pas mal d'encre. Je ne sais pas si vous avez vu, il a été pas mal commenté. Donc la question, c'était en fait un cabinet d'avocats qui avait engagé un doctorant en droit qui faisait sa thèse sur des procédures de divorce et qui était embauché dans le cadre d'un contrat CIFRE. Donc il bénéficiait d'une subvention CIFRE. Et la question, c'est est-ce que les travaux menés par ce doctorant dans le cadre de sa thèse sur la procédure de divorce, est-ce que ces travaux sont éligibles ? Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un considérant du Conseil d'État qui dit que, a priori, la recherche dans le domaine juridique n'est pas à exclure des activités éligibles. Donc, on garde cette idée qu'on ne peut pas exclure a priori tel ou tel domaine, notamment dans les sciences humaines ou les sciences dites molles. Il faut regarder. Alors après, je laisserai peut-être après Lionel justement nous donner un peu son point de vue de l'ingénieur, mais en fait, en pratique, et c'est d'ailleurs ce que disait le rapporteur public quand il commentait l'arrêt, les cas où l'éligibilité va être constatée dans ces domaines-là est assez rare. Et d'ailleurs, dans le cas d'espèce, le Conseil d'État, après avoir donné ce considérant de principe, dit au cas particulier, les travaux menés de recherche juridique dans la procédure judiciaire de divorce pour montrer un petit peu les différences par rapport aux autres procédures judiciaires, ce ne sont pas des travaux éligibles. Parce que notamment, il n'y a pas la caractérisation d'une nouveauté par rapport à un état de l'art ou un état des connaissances.
Et donc, en fait, on voit que d'un côté, on a un considérant qui, finalement, reste assez ouvert, mais qu'en pratique, voilà, en tout cas dans le domaine du droit, on va avoir un a priori quand même qui reste plutôt négatif. Je ne sais pas, Lionel, ce que tu... Alors c'est vrai que sur le cas d'espèce, la rapporteure, elle est assez nette, elle dit le dossier de fond est étonnamment vide, donc effectivement c'est assez curieux. On pourrait en rester là en se disant c'est quelqu'un qui fait une thèse et il n'y a pas d'éléments. Il y a pas s'il y a vraiment des sujets sur lesquels c'est très facile de défendre au fond, c'est bien ceux sur lesquels il y a un cifre qui a travaillé. Là, en l'occurrence, c'était pas le cas. Ce qui nous et on est bien d'accord qu'on est en train de parler de quelque chose qui a une importance complètement marginale dans le CIR. Pour nous, l'intérêt de regarder l'argumentaire qui se déploie derrière, c'est que ça vient questionner la façon de tester l'éligibilité et comment on raisonne autour de ça. Donc, ce que dit la rapporteuse, je peux dire la rapporteuse, le rapporteur, pardon, dans ses conclusions, est très intéressant. D'ailleurs, elle commence par dire qu'elle avait un a priori négatif sur l'éligibilité de ces sciences molles. Je vais arrêter d'utiliser ça parce que je n'aime pas tellement, mais là où elle a fait la moitié du chemin, c'est qu'effectivement, elle a une phrase qui est assez nette pour dire on ne peut pas exclure par défaut. Il y a toute l'analyse qui est très bien faite sur l'intention du législateur, etc. Enfin, c'est intéressant à lire. Mais la conclusion, c'est on ne peut pas exclure par défaut, d'autant plus qu'il y a des sujets d'intelligence artificielle, d'informatique, voilà, ou d'économie, par exemple. Et on peut avoir des thèses qui sont en droit et en économie. Donc, en fait, sous-entendu, on arrivera à justifier en prenant un argumentaire de sciences dures qui est soit celui de l'économie, soit celui de l'informatique. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été interviewé quelqu'un qui dirige des thèses en droit, qui nous a donné des explications sur le sujet qui étaient très intéressantes. Et on comprend un peu mieux pourquoi il y a eu beaucoup d'émoi dans le monde du droit, parce que c'est quelque chose qui est... Visiblement, ce n'est pas la première fois que c'est un sujet, cette éligibilité des thèses en droit. Mais donc, notre position actuelle, on va essayer de creuser le sujet et peut-être de publier là-dessus quelque chose pour justement nourrir un peu les discussions sur l'argumentaire, comment faire émerger l'argumentaire d'éligibilité. Mais je vais donc en rester à des choses qui sont un peu superficielles. Mais actuellement, les thèses en droit sont des thèses qui sont plus longues que les thèses en sciences dures. En général, ça dure 4 à 5 ans. Il y a 1 an et demi de ce qu'on appellerait une étude bibliographique, état de l'art, disons, pour utiliser les termes un peu scientifiques. Et après, le gars, pendant 3 ans, il n'est pas là juste à compiler des textes. Enfin, il se gratte vraiment le crâne. Il y a des thèses en droit qui apportent des solutions qui sont innovantes à des sujets qui sont nouveaux. Le droit, c'est pas une matière qui est figée. Donc là, le professeur en question, il m'a cité tout un tas d'exemples de choses autour du traitement juridique, par exemple des nouveaux moyens de preuve. Donc il y a un côté informatique, ou les crypto-monnaies, ou le traitement de la transsexualité dans le droit, ou voilà, tout un tas de sujets qui sont clairement des sujets innovants. Puis il y a aussi des sujets, il m'a fait une classification sur le sujet. Et en fait, toutes les classifications, enfin les trois classifications qu'il a données, pour moi, relevaient soit de la recherche fondamentale, soit de la recherche appliquée. C'est-à-dire il y avait une correspondance qui était assez nette avec les sciences dures. Donc moi, j'aurais plutôt un a priori positif en général sur l'éligibilité. Maintenant, voilà, ce que dit le rapporteur, c'est la possibilité d'en bénéficier restera extrêmement rare compte tenu des critères exigés par ailleurs, et tout particulièrement celui de nouveauté par rapport à l'état des connaissances et de la difficulté à les manier à défaut de référentiels communément admis dans le domaine juridique. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de parler de l'état de l'art et d'un référentiel qui est difficile à manier dans le domaine juridique. Mais j'ai envie de dire, moi qui viens des sciences dures, c'est qu'il n'y a pas que dans le domaine juridique, c'est difficile à manier. Enfin, ici, il y a beaucoup de sociétés qui sont dans le monde de l'informatique. Il y a des discussions acharnées autour de l'état de l'art dans le monde informatique, pour d'autres réseaux. Donc, je ne m'étale pas, parce que là, excuse-moi, je suis en train de dévorer le temps sur le sujet. C'est un sujet qui n'est pas clos, et bien que bien rédigé, ces conclusions laissent encore une petite marge à discussion. Juste un petit mot pour dire qu'on a des clients dans le domaine de la sociologie, de la psychologie, aussi des sociétés dans le développement informatique où il y a une partie d'études psychologiques de l'usager, enfin de l'utilisateur, etc. Donc c'est pas des sujets fréquents, mais c'est des sujets qu'on retrouve et qui sont éligibles. Et on a passé le test de feu du contrôle avec succès sur des domaines de la socio, par exemple. Donc c'est pas du tout impossible.
Alors, une autre décision, je pense qu'on ne va pas forcément s'y attarder, mais c'était pareil, c'était pour un peu finir sur ces questions d'éligibilité. Là, c'est plus ce qui semblait intéressant, c'est les motivations de l'expert qui avait été mis en avant pour rejeter des projets de recherche dans le domaine, c'était dans le domaine du soft, du logiciel, où l'expert avait notamment conclu que les travaux n'étaient pas éligibles parce que les résultats n'étaient ni significatifs ni palpables. Donc il avait vraiment mis l'accent sur l'absence de résultats et donc du coup il y a des obstacles qui n'avaient pas encore été levés. Et il avait aussi mis en avant l'absence d'indicateurs de recherche. Donc ça c'est intéressant parce qu'à contrario ça montre que c'est quand même bien de les mettre quand il y en a. Du style pas de publication, pas de dépôt de brevet, pas de partenariat avec des laboratoires de recherche privés ou publics. Ça c'est des éléments qui avaient été un petit peu retenus entre guillemets à charge contre la société. Peut-être rapidement, Lionel, sur ce critère de résultat, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, juste un commentaire. En fait, c'est le critère que tu n'as pas évoqué qui pose problème. C'est-à-dire que donc il dit bien, les projets n'ont pas levé de verrou, mais il rajoute soit pas levé de verrou, soit pas conduit à la levée des verrous rencontrés, soit pas rencontré de verrous, pardon, soit pas levé les verrous. Donc je vais m'expliquer là-dessus. La deuxième partie pose problème. On peut très bien avoir de la recherche qui est éligible sans lever les verrous en question. Ça, c'est une condition qui est nouvelle. On n'avait jamais vu ça apparaître. Voilà. Nous, ce qu'on dit, c'est que la contribution aux connaissances, c'est que maintenant, on sait que la piste qui a été explorée est une voie de garage. Donc c'est une contribution aux connaissances. Là, et pourtant, c'est un arrêt, donc c'est quand même d'un certain niveau. Là, il y a le soit qui est assez évident et qui semble introduire une nouvelle condition qui pose problème. Voilà. De notre point de vue, le fait qu'il y ait des résultats obtenus, c'est pas ni dans l'esprit ni dans la lettre du texte initial. La recherche peut très bien ne pas trouver. Donc c'est peut-être intéressant quand on a des projets qui ne fonctionnent pas, de bien documenter ce qu'on a appris, même si ça n'a pas fonctionné, dans la documentation. Je crois qu'après je passerai sur les autres, mais celui-là il est intéressant parce qu'il fait un petit peu écho à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'on a de plus en plus de fluidité, on va dire, en tout cas quand il y a un expert du MESRI qui intervient, il y a une procédure depuis 2013 quand même, certes pas contradictoire, mais qui est un petit peu plus, qui a un peu renforcé quand même les droits du contribuable. Donc c'est un décret de 2013, c'est l'article R45B1 du livre des procédures fiscales, qui dit qu'en cas d'intervention d'un expert du MESRI, le contribuable a un certain délai de réponse, peut demander un nouvel entretien, et par ailleurs, l'avis du MESRI doit être motivé. Et ce qui est intéressant, c'est que le Conseil d'État dit la méconnaissance de ces dispositions-là peut entraîner la nullité du redressement, sauf à démontrer que cette méconnaissance n'a pas privé le contribuable d'une garantie. Et dans la solution justement du cas d'espèce, on avait un expert qui s'était prononcé en défaveur de l'éligibilité en mettant en avant le manque d'informations ou des informations lacunaires, mais sans demander aux contribuables davantage d'informations. Et le fait justement de ne pas avoir demandé plus d'informations a été considéré comme privant le contribuable d'une garantie et donc a entraîné la nullité du redressement, alors que davantage d'informations auraient pu potentiellement lui permettre de changer d'avis. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que le Conseil d'État, dans son approche en tout cas des dispositions de 2013, a quand même tendance à aller du côté du contribuable et en tout cas à s'assurer qu'il y a un minimum de respect du contradictoire, même si ce n'est pas effectivement du contradictoire au sens strict. Voilà. Donc c'est un peu aussi intéressant que vous ayez en tête cet arrêt. Il y a deux arrêts qu'on ne va peut-être pas voir maintenant, ouais. Mais c'est peut-être important qu'on mentionne l'arrêt RAGT semences dans le domaine de la sélection variétale. Ce n'est pas ce dont on va parler là, mais Jean-Charles, on l'a trouvé intéressant. Oui, on l'a trouvé intéressant parce qu'il n'y a pas, à notre connaissance, beaucoup d'arrêts sur la condition de caractère neuf d'une immobilisation. Vous savez, quand vous achetez une IMO pour la rendre éligible au CIR, pour rendre les amortissements éligibles au CIR, il faut que l'IMO soit acquise à l'état neuf. Bon, ça c'est le texte. Et cette notion de caractère neuf, là, l'angle d'attaque qui avait été trouvé par le vérificateur et qui avait été suivi par les juges du fond, c'était de dire le contribuable ne démontre pas ne démontre pas que les travaux qu'il a continué à mener sur l'immobilisation qu'il a achetée ne sont pas dans la stricte continuité des travaux menés par le cédant. Donc en gros, le biais qu'avait pris le vérificateur, c'est de regarder un petit peu les travaux menés par l'acheteur versus les travaux qui auraient pu être menés en amont. On ne sait pas d'ailleurs au niveau du cédant si ce qui avait été vendu était immobilisé.
Mais là, on sait que l'angle d'attaque, c'était la poursuite ou pas des travaux. Et ce que dit le Conseil d'État, c'est vous, juge du fond, vous ne pouvez pas apprécier la condition de nouveauté par rapport aux travaux menés ou pas après l'acquisition versus ceux qui avaient été menés par le cédant avant l'acquisition. Voilà. Donc c'est un élément rassurant et ça fait l'écho ouais. de certains contrôles qu'on a pu rencontrer avec des difficultés sur les immobilisations, sur des prototypes par exemple. Voilà, donc c'est un arrêt intéressant. Est-ce que je vais te proposer la gageure de parler du SICO en 1 minute? Oui, le SICO. alors, je ne sais pas si ça vaut le coup. Non, mais de toute façon, on a tous constaté que le SICO, pour le moment, c'est un flop. Il y a quasiment personne qui l'utilise. Il y a un certain nombre de sujets de complexité de mise en œuvre, de partage de l'API, qui pose un certain nombre de problèmes, d'absence finalement de guidelines dans la doctrine administrative qui ne veut pas sortir. Et nous, encore une fois, comme disait Lucille, on n'a pas, nous, un message forcément négatif à l'égard du SICO. Ce qu'on se dit, c'est que c'est probablement valable, pas pour les contrats qui sont déjà en cours, mais il y a une réflexion à mener en amont de nouveaux contrats potentiels pour là voir dans quelle mesure on peut ou pas rentrer dans les clous du SICO. Donc pour nous, ça sera valable uniquement pour les contrats fluctueurs et avec une réflexion sur la structuration du contrat par rapport à ça. Sur la dose d'optimisme, effectivement, c'est sur des pourparlers très clairs et très directs au moment, préalable à la signature, donc en phase précontractuelle avec qui l'INSERM, qui le CEA, dont, by the way, les services juridiques ont été très très bien briefés pour avoir assisté à telle ou telle réunion téléphonique. Ils ont des services juridiques qui sont entre guillemets prêts et qui attendent que ce soit demandé. Donc finalement, je fais l'hypothèse que ça peut être un instrument intéressant quand c'est quelque part construit en étant conscient avec les deux parties prenantes au moment de la conclusion du contrat. Merci Jean-Charles. Je propose qu'on clôt là cette étape et qu'on fasse un retour. Alors bref, parce que le guide Messri, est-ce qu'il y avait beaucoup de nouveautés cette année? Pas tant que ça, mais en revanche, c'est peut-être intéressant de faire le point sur les messages du guide Messri 2022, Lionel. Pas tant que ça, effectivement. En quelques minutes. Tu me laisses 2 minutes, très bien, je fais en 2 minutes. Donc plutôt des points de détail par rapport au bouleversement qu'on a connu dans les versions précédentes, sauf évidemment pour le domaine de la pharma. Où là on a eu carrément un gros morceau qui a disparu, qui illustre malheureusement, ce guide-là l'illustre à nouveau, dans plusieurs des bullet points. On a fini par s'y habituer, mais ce bizarre flottement, en fait, qui est qu'au ministère de la Recherche, ils n'hésitent pas à travailler massivement sur des sujets, les mettre dans le guide du ministère, c'est du grand n'importe quoi, ça disparaît 2 ans après, et on recommence, sujet après sujet. C'est un peu négatif ce que je dis, mais il y a quand même un peu de ça. Donc là, alors si on regarde, le premier point n'a rien à voir avec ce que je viens de dire, on voit simplement se profiler l'utilisation mauvaise du 5e critère de Frascati. Donc on va commencer à nous parler de valorisation et de communication des résultats. Donc à nouveau, ça va se finir devant les tribunaux parce que c'est à nouveau un critère. Si jamais un expert s'amuse à utiliser ce genre de critères pour rejeter l'éligibilité d'un projet et que par ailleurs le projet nous semble valable, je pense que là, il y a certains d'entre vous qui iront devant les tribunaux et ça causera encore un bouleversement du même type que ce qu'on a pu connaître avec l'arrêt du Conseil d'État sur la sous-traitance qui aura comme conséquence de faire exploser la validité juridique des 5 critères de Frascati. Comme vous voyez comment c'est bien ancré maintenant dans le guide et dans le BOFIP. Je passe là-dessus. Sur le deuxième point, en revanche, là on voit bien cette façon de travailler qui consiste à demander par exemple à l'expert référent de nous dire ce qu'il pense de l'éligibilité des phases 4, laisser le gars faire un truc hyper complet en 185 points, et hop, 1 an après ou 2 ans après, pour des raisons de jurisprudence ou parce que ça n'a juste pas de sens, le truc dégage complètement. Alors, le tableau est supprimé, mais il est encore utilisé dans le cadre de certaines expertises, voilà. Ce qui pose quand même des problèmes de lisibilité juridique, de transparence de la norme, etc. Cette inertie dans l'utilisation est aussi assez étrange. C'est-à-dire que quand il y a une décision de jurisprudence, ils vont supprimer quelque chose du guide, mais ils vont continuer à l'utiliser. Par exemple, je vous donne un exemple. Là, je viens de parler de la sous-traitance, qu'on ne devrait plus normalement considérer aux bornes de ce qui est sous-traité. On ne devrait plus considérer l'éligibilité aux bornes de ce qui est sous-traité. Donc, vous en tirez comme conclusion que ce que je sous-traite, je peux le sous-traiter à des gens qui ne savent pas faire de recherche, puisque de toute façon, ça peut être une activité connexe. Donc, dans ce cas-là,
Conseil d'État, hein, donc on ne va pas revenir dessus. Dans ce cas-là, pourquoi y a-t-il toujours une démarche d'agrément ? Compliqué, parce qu'ils ont travaillé dessus, ils nous ont fait des formulaires pour agréer des personnes individuelles, des gens... Pourquoi encore cette complexité administrative ? Ce truc n'a plus de sens. Je vous laisse réfléchir sur ce sujet-là, dans le fait de tirer des conclusions. Nouvelle annexe dédiée au SICO qui fait ce qu'elle doit faire, elle dit ce qu'elle doit dire, mais elle nous laisse dans l'attente du BOFIP. Et puis, encore une illustration du fait d'être un peu au milieu du guet, la suppression de la phrase, il est à noter que les personnels en régie ne sont pas éligibles au CIR. Ce truc apparaissait, ça, encore un des sujets sur lesquels ils ont été très créatifs, c'est la discussion sur les personnels en assistance technique. Donc c'est un sujet qui est arrivé il y a quelques années dans le guide. Vous savez, il y a eu toute une littérature qui a été abondamment critiquée par les industriels qui ne s'y retrouvaient pas, et dont on se demande quel est le rattachement à un texte juridique, c'est-à-dire quelle est la valeur légale de la chose. Donc voilà, très discutable. Là, dans un encadré en rouge, il y avait cette petite phrase, et puis derrière, il y avait une phrase à propos qui se mêlait de votre droit social, à propos du fait que quand on encadre quelqu'un qui est en assistance technique, alors on commet un délit, qui est le délit de marchandage, si je ne me trompe pas. Eh ben, ils ont supprimé la première phrase, mais la deuxième phrase à propos du délit de marchandage, elle est toujours dans un encadré en rouge dans le nouveau guide. Donc la cohérence n'est pas très, très facile à saisir. Bon, voilà un peu les nouveautés, mais globalement, on peut dire qu'il n'y a pas de révolution dans le guide du ministère de la Recherche, ce qui est la moindre des choses quand on y réfléchit bien. Donc on est en régime de croisière quelque part sur le guide, et c'est quand même intéressant de noter ces petits points, parce que ça dit quelque chose. Ces petits points qui sont entre guillemets mineurs disent eux aussi quelque chose des questions que se pose le MESRI, donc c'est intéressant de les partager et d'en faire des points d'attention. Alors on va passer et merci Rémi de t'y prêter, au quart d'heure un peu boule de cristal sur laquelle vous êtes sollicité par le MEDEF, par les pouvoirs publics, par les équipes quelque part directement ou indirectement de Bruno Le Maire avec le projet de loi sur l'industrie verte, et la question qui a été posée à la rentrée dernière, avant même le projet de loi sur l'industrie verte, de verdissement du CIR. Donc petit exercice de boule de cristal, Rémi, à toi. Merci Lucille. D'abord, peut-être juste rappeler un petit peu le contexte. On constate depuis plusieurs années une très faible croissance des dépenses de recherche en faveur de l'environnement. Bon, là, les dernières stats datent un peu, 2018, mais si vous voyez la part de recherche consacrée à l'environnement dans différentes industries, ça va de l'automobile à l'énergie en passant par l'industrie chimique, ça c'est la petite partie en bleu qui est la partie dédiée à l'environnement, parmi toutes les dépenses de recherche. Donc vous voyez que c'est très faible. Premier constat. Au niveau français, la fiscalité de l'environnement est un peu légère comparée à d'autres pays. C'est principalement axé sur le particulier. On a par exemple la prime énergie, ma prime rénov'. On a la TVA réduite à 5,5% pour certains types de travaux de rénovation énergétique. Pour les entreprises, on a une exonération de la TICPE, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, pour certains secteurs très particuliers. Grosso modo, c'est ce qu'on a en France sur la fiscalité de l'environnement. Donc pas de dispositif généraliste, mis à part des subventions. Contexte international, notre ami Joe Biden aux États-Unis a mis en place un plan qui s'appelle l'IRA. Alors même si Joe Biden est d'origine irlandaise, ça ne veut pas dire Irish Republican Army, ça veut dire Inflation Reduction Act, d'accord ? C'est un plan massif, 400 milliards de dollars, et en plus, il y a une partie qui n'est pas plafonnée, donc ça va probablement aller au-delà, pour aider les entreprises américaines, et avec un grand focus sur l'aspect environnemental. Au niveau des particuliers, il y a des crédits d'impôt massifs pour l'achat de véhicules électriques, des réductions de l'équivalent de la TVA sur les équipements énergétiques, 30 milliards de crédits d'impôt de production pour les énergies renouvelables, éolien, photovoltaïque, 10 milliards sur les crédits d'impôt dans les industries vertes, 30 milliards pour la transition énergétique. Voilà, grosso modo, une hausse aussi des crédits d'impôt pour la capture de carbone. Donc, un processus massif, mais surtout, et ça c'est le retour qui est très intéressant au niveau des industries, très simple. Ce n'est pas une usine à gaz européenne. Enfin, désolé de le dire, mais voilà, c'est un crédit d'impôt, il y a une ligne dans le rapport d'impôt de la société, paf, voilà. Alors il y aura des contrôles, hein, c'est certain, mais c'est
simple, c'est lisible, c'est prédictible. Conséquence, eh ben, il y a des investissements massifs des entreprises américaines aux États-Unis, mais aussi des entreprises européennes. En fait, il y avait un article de la Tribune là, il y a quelque temps qui montrait qu'il y avait il parlait d'exode des capitaux qui vont aux États-Unis. Alors, je ne sais pas si le terme est peut-être un peu fort, mais en tout cas, il y a une très forte pression pour investir aux États-Unis dans ce contexte-là. Donc, voilà un peu le contexte. Quelle est la réponse de nos politiques? Alors, au mois d'août, Bruno Le Maire a évoqué pour la première fois le concept de CIR vert. Le CIR est un facteur essentiel d'attractivité. Tant mieux si on peut faire deux choses à la fois, c'est-à-dire soutenir l'emploi en France dans la recherche et en plus verdir notre recherche. Bon, depuis, ça s'est... il y a eu un petit peu de rétropédalage parce qu'ils se sont rendus compte que c'était un peu plus compliqué qu'ils pensaient. On va y revenir après. Au mois de janvier de cette année, le même Bruno Le Maire a annoncé un plan d'industrialisation ou de réindustrialisation verte. Et ce texte, nous a-t-il dit, comporterait des dispositions fiscales, réglementaires, législatives. Et voilà, on veut que la France devienne la première nation décarbonée de l'Europe. Donc, où en sommes-nous de ce plan? Le gouvernement a publié les 5 thèmes importants autour duquel tournera le projet de loi. Il y aura un aspect de formation, parce qu'il faut former les futurs travailleurs dans ce domaine-là, financer cette industrie verte, peut-être au travers d'un livret vert, que sais-je, produire, commander, acheter en France, donc des réflexions sur savoir comment est-ce qu'on peut faire pour, au lieu d'être un Buy America Act, achetons franco-français, cocorico, comment faire, ouvrir des usines, réhabiliter les friches industrielles, comment mettre à disposition les terrains, et le point qui nous intéresse un petit peu plus ici, c'est quel serait le levier fiscal le plus efficace pour accélérer l'industrialisation verte sur le territoire. Alors, comme le CIR existe déjà depuis, on va dire 40 ans maintenant, comme ça existe déjà, pourquoi pas réutiliser ce qui existe déjà. Alors juste au niveau du calendrier du projet de loi, en ce moment le projet est construit, alors je dirais même, merci veut dire qu'il est même co-construit, c'est-à-dire avec des acteurs de la société civile, des sociétés environnementales, des entreprises, des fédérations. Je pense que quelques-uns et quelques-unes d'entre vous ont eu des sollicitations pour rencontrer Monsieur le maire, pour que, vos CEO ont rencontré probablement Monsieur le maire pour essayer de faire part de leurs différentes enquêtes, etc. Donc là, on rentre dans une phase en ce moment de consolidation du projet sur avril. En mai, il est prévu d'avoir une validation du projet de loi par les organes de contrôle et une présentation au Conseil des ministres et au Parlement en juin. Ça, c'est le planning et si du tout se gouvernement. passe bien, mais c'est difficile à prédire, vote avant la fin des vacances législatives, vote en juillet. Voilà. Ça, c'est difficile d'en être certain. Mais qu'est-ce qu'il y aura dans ce projet de loi? C'est là qu'on met un petit peu notre chapeau de magicien. Alors, crédit impôt recherche, on l'a dit, ce serait peut-être facile. Enfin, il y a eu des discussions, c'est ce que Bruno Le Maire indiquait au mois d'août dernier. Allez, on va verdir notre CIR. Bon, il y a quand même des obstacles possibles. On va y aller en détail. Premier obstacle, qu'est-ce que c'est la R&D verte? On peut en parler, mais qu'est-ce que c'est exactement? Après, une fois qu'on l'a défini, comment est-ce qu'on fait pour le contrôler? On a eu tout à l'heure un peu une idée de comment se passent les contrôles CIR, les contrôles sur la recherche. Vous l'avez dit tout à l'heure, Laure Maïté, que des fois c'était un peu gris, quoi. Je veux dire, c'est pas des sujets qui sont alors un CIR vert, qu'est-ce que ça va être comme contrôle? Et enfin, on a aussi le contexte du droit européen des aides d'État. Donc, si on va premièrement, difficulté sur comment définir un CIR vert ou une R&D verte. Voilà, les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est le projet en lui-même qui est vert? Est-ce que c'est le matériel qu'on va utiliser pour notre projet de recherche qui doit être vert? Est-ce que le profil énergétique de l'entreprise est important? Vous avez, je ne sais pas moi,
un groupe pétrolier qui développe une nouvelle technologie photovoltaïque, mais il y a 90% des revenus qui proviennent de l'exploitation du pétrole. Est-ce que c'est une société, est-ce que ce projet peut être un CIR vert? Quelle est la temporalité de la recherche aussi? Est-ce qu'on veut des résultats à court terme? Est-ce qu'on regarde pour 20 ans, 30 ans? Ça, c'est pas très clair aussi. Alors, on a peut-être des petites pistes au niveau de la taxonomie verte européenne qui pourraient peut-être aider à cette définition de ce que pourrait être la R&D verte. Pour rappel, pour avoir une activité dite verte en Europe, il faut soit une atténuation du changement climatique, une adaptation au changement climatique, l'utilisation durable, la protection des ressources, transition vers une économie circulaire ou contrôle de la pollution ou protection, restauration des écosystèmes et de la biodiversité. Voilà, ça, c'est un peu ce que l'Europe a défini comme étant des activités vertes. Il y a peut-être une source d'inspiration ici ou pas. Donc, première difficulté, comment définir la R&D verte? Et là, la grosse difficulté qu'on aura, c'est comment est-ce qu'on la contrôle de façon équitable, rationnelle. Expérience vécue, j'ai eu la chance de pratiquer en Belgique pendant 2 ans, où pour obtenir le crédit d'impôt recherche belge au niveau fédéral, il faut obtenir une attestation du ministère de l'Environnement que le projet n'est pas nocif envers l'environnement. Donc il y a 2 ministères. Il y a le ministère des Sciences qui va regarder, voir, enfin l'équivalent du MESRI qui va regarder, voir si le projet est éligible au niveau scientifique, Frascati, et il y a le ministère de l'Environnement qui vient mettre sa petite touche et qui vient définir si ou non le projet a un impact. Donc, ça, c'est pas si évident. Il y a beaucoup de zones grises potentielles, vous pouvez vous l'imaginer. Donc c'est déjà long de faire les contrôles avec le MESRI. Si on rajoute le ministère de l'Environnement, la transition énergétique en plus, voilà, on peut supposer que ça va être un peu compliqué. Troisième facteur très important, comme vous le savez, en Europe, on a une loi sur les aides d'État qui est mise en place pour éviter qu'un État puisse donner trop de sous à un secteur particulier ou à une entreprise particulière et vienne ainsi créer une distorsion de la saine concurrence entre les États membres. Le CIR n'est pas considéré comme une aide d'État. Pourquoi? Parce qu'il est offert à toutes les entreprises, quel que soit le secteur, quelle que soit la taille. Donc, de par sa non-spécificité, de par sa généralité, le CIR n'est pas une aide d'État. Donc, il n'y a pas de limite. On peut donner 7 milliards d'euros par année dans le CIR aux entreprises. Bruxelles n'a rien à dire. Là, si on commence à introduire des critères spécifiques sur l'environnement, si on vient restreindre les projets qui sont éligibles, en mettant cet aspect vert, il pourrait y avoir des problèmes, il pourrait y avoir des questionnements en fait, parce que là il y aurait un fléchage du CIR vers certains sujets. Donc voilà, notre intuition et les retours qu'on a aussi de l'industrie, de vous, c'est que le CIR, moins on y touche, mieux on se porte. Et donc, le CIR vert, pour ces raisons-là, risque d'être compliqué. Et on serait peut-être mieux d'aller voir vers d'autres dispositifs. Alors, on peut peut-être s'inspirer de nos voisins. Aux Pays-Bas, Netherlands, il y a deux dispositifs qui sont en fait un peu des suramortissements. Il y a le MIA et le VAMIL qui permettent de déduire des coûts d'investissement. Alors, le MIA, c'est variable entre 40 et 40% des coûts selon la catégorie d'investissement que vous achetez, dans laquelle vous investissez. Et le 20 000, vous pouvez choisir votre période d'amortissement pour 75% de votre investissement, tant que ça rentre dans des catégories spécifiées par le ministère de l'Environnement néerlandais. Donc ça, c'est un dispositif qui est très efficace. Les entreprises néerlandaises en usent et en abusent, et ça fonctionne assez bien. Et c'est relativement simple aussi.
Que le MIA, c'est assez proche de ce qu'on avait avec le suramortissement Macron sur tout ce qui était équipement industriel et data center il y a peut-être une décennie maintenant. Donc, on se dit que ça pourrait être intéressant pour nous. Le 20 000, en revanche, c'est plutôt un effet timing. Donc, c'est surtout intéressant pour les sociétés qui peuvent suraccélérer, mais il n'y a pas de cadeau fiscal. Enfin, il y a un cadeau fiscal uniquement sur le timing. Ouais. Un autre exemple, c'est en Wallonie, une des régions de la Belgique. Il y a une déduction pour investissement visant à économiser l'énergie. Donc là, c'est un montant de la déduction de 13,5% sur les investissements effectués. Voilà, vous avez les sujets ici, récupération d'énergie résiduelle fatale, amélioration du rendement énergétique, utilisation de la biomasse, d'énergie renouvelable, etc. Donc ça aussi, encore une fois, c'est une mesure fiscale spécifique pour ce type d'investissement, qui est complètement séparé du CIR. Donc, évolution possible. On prend notre petite boule de cristal. Comme tu le disais, Lucille, on a un certain Macron qui avait mis en place un suramortissement il y a un certain nombre d'années, qui avait été assez efficace. Je pense que plusieurs d'entre vous en aviez bénéficié. Alors pourquoi pas un suramortissement Macron vert, ce serait pas impossible. Peut-être aussi un crédit d'impôt de la transition écologique spécifique, un peu à l'image de ce qui peut se faire par exemple en Belgique ou à l'étranger. Ce qui serait intéressant là-dedans aussi, c'est que ça pourrait peut-être prendre le relais du CIR. Souvent dans les projets de transition énergétique, transition écologique, il y a une phase au début où est-ce qu'on améliore le procédé, où est-ce qu'on fait des recherches, on n'est pas certain d'arriver à économiser tant de tonnes de CO2 tout en conservant la qualité de notre produit, notre procédé, etc. Donc souvent il y a une partie cirable, mais à un moment donné, après, on tombe dans une phase de production pure où il y a des investissements très importants mais qui ne sont pas cirables. Donc ça, ce crédit d'impôt transition énergétique pourrait potentiellement prendre ce relais. Un petit peu à l'image du C2I qui prend le relais du CIR pour les PME. Et puis, bon, éventuellement, un renforcement du plan France 2030. Voilà, au niveau ça serait plus au niveau subvention ou avance remboursable à ce niveau-là, mais voilà, aller encore un petit peu plus loin, peut-être revenir, moi j'appellerais de mes voeux qu'on revienne un petit peu à ce qu'il y avait pour le plan France Relance, c'est-à-dire une vision peut-être un peu plus large de ce qu'est l'industrie et des emplois qui sont créés et de ce sur quoi ça peut... on peut avoir un impact, parce que bon, c'est très bien l'hydrogène, c'est très bien les batteries d'auto électriques, mais enfin, voilà, il y a tout un pan de l'économie française qui doit être décarboné, mais qui n'est pas dans ces domaines à la mode, disons. Voilà. Merci Rémi. Alors le mot de la conclusion après tout ça n'est pas évident à faire, donc je vous propose qu'on fasse un petit peu la conclusion ensemble. Je pense quand même qu'en mots-clés, on peut retenir cette question de transition écologique qui est à la fois complètement dans l'air du temps et pas très originale, mais importante. Contrôle fiscal, coopération avec l'administration, préparer. Peut-être se préparer aux feuilles de temps, expliquer la démarche, pédagogie. Et puis également réfléchir aussi pour l'avenir que pour les contrats déjà signés. Donc je ne prétendrai pas faire un résumé là, mais peut-être plutôt rouvrir. Alors on peut prendre quelques questions de débat entre nous ici. Et respectueuse aussi de votre temps, on pourra dans 5-10 minutes continuer les échanges plutôt informels autour d'un café, ce qui permet aussi plus facilement à ceux qui doivent partir rapidement de le faire. Et vous avez à l'écran, avant de vous passer, pendant que vous réfléchissez à tel ou tel commentaire ou question, une invitation d'ores et déjà pour chacun de vous et vos collègues aussi, côté équipe RSE, développement durable ou les équipes d'ingénieurs. On aura dans à peu près un mois de maintenant, le 4 avril, ici, donc c'est facile, vous connaissez le chemin. Il y aura sans doute un petit peu de fiscalité selon là où on en est le projet de loi, et puis également beaucoup de choses qui ne seront pas fiscales. On aura la chance d'avoir à nos côtés Rémi, quelqu'un du SGPI,
donc du secrétariat général sur tout ce qui est France 2030, avec les appels à projets. Donc ça concerne notamment tous les porteurs chez vous de projets collaboratifs ou pas, avec des demandes de subventions auprès qui de la BPI, qui de l'ADEME. On aura aussi quelqu'un du CEA. Ouais, on aura le CEA qui est là, et on aura aussi quelqu'un de la Caisse de dépôt et consignation qui va voilà, parler un petit peu de tout ce qui est offert au niveau CAPEX, Public Equity aussi. On sort un peu de notre zone de confort, là. C'est intéressant d'avoir, comme tu le dis, des échos sur tout ce qui est financement de la transition par d'autres mécanismes que la fiscalité et les crédits d'impôt, que également les subventions, avec ces pratiques qui se sont bien développées et sur lesquelles je trouve on a une bonne maturité aujourd'hui, avec la Banque des Territoires / Caisse des dépôts, avec du coup des prises de participation minoritaires et ces mécanismes-là.